laisse-moi. D'accord, nous sommes maintenant dans une des principales cours ici. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Je crois que nous sommes les plus jeunes ici dans ce parc. Quoi? D'accord, nous recevons un nettoyage de chaussures tibétain en ce moment. Salut les gars, nous sommes au débat des moines. Quelle façon unique d'apprendre. Tachidel, Oujed et bonjour les gars, pour notre deuxième jour ici au Tibet. Et laissez-moi vous dire que la nuit dernière, je n'ai pas bien dormi. Que s'est-il passé? Je me suis évanouie. Oui, Sophia s'est évanouie. En fait, nous dormions toutes les deux, mais pas complètement. Sophia s'est évanouie et elle était un peu consciente, mais aussi inconsciente. Elle essayait de revenir à elle, mais son corps ne pouvait pas bouger. Elle était comme paralysée. Je me suis dit, c'est la fin. Elle pensait vraiment qu'elle allait mourir, et puis elle est revenue à elle et m'a réveillée. Et puis, ah ouais, on avait chaud et froid en même temps, hein. Puis Sophia avait du mal au début. Ensuite, c'est moi qui avais du mal, je vomissais. L'altitude semble vraiment difficile ici. Oui, mais on a déjà fait un scanner SB au Népal. Oui. Et ce n'était pas aussi grave. Oui, je pense qu'on est passé presque du niveau de la mer à 3400 mètres sans étape intermédiaire. Donc je recommande vraiment, si vous venez ici, de prendre le train depuis l'une des grandes villes de la Chine continentale, depuis Chongqing, Pékin ou d'autres villes, pour vous acclimater progressivement en montant. Mais oui, on est juste en train de prendre le petit déjeuner maintenant. Et notre guide Ben nous disait qu'il a déjà fait ces circuits, même avec, vous savez, des athlètes de haut niveau qui peuvent se faire 50 tractions sans problème, mais même eux peuvent s'évanouir 5 fois et vomir en permanence. Ça touche tout le monde différemment. Ça touche tout le monde différemment, mais bref, aujourd'hui, on va au palais Potra. Je crois que je le prononce bien, je vous dirai si je me trompe. Oui, venez avec nous aujourd'hui pendant qu'on découvre l'un des monuments les plus célèbres ici au Tibet. Allons-y. Et puis aussi, les gars, sur notre toit, j'ai un très bel espace pour se détendre. Peut-être que vous pouvez y prendre le petit déjeuner. On a pris le petit déjeuner en bas, mais je voulais juste vous montrer ça ce matin. C'est si beau, calme et paisible. On voit vraiment ce vieux quartier et toutes les maisons côte à côte. Ça me rappelle un peu Rio de Janeiro où ils sautent de maison en maison comme dans le film Fast and Furious. Nous sommes ici avec notre guide tibétain, Peima. Que fait-on aujourd'hui? Aujourd'hui, nous visitons le palais du Potala, puis le temple de Chong cet après-midi. Et c'est l'un des palais les plus sacrés, n'est-ce pas, au Tibet? Oui, c'est un lieu très sacré et on l'appelle aussi le palais d'hiver, n'est-ce pas? D'accord. Dalai Lama, le salon Saksusi Dalai Lama. Il y est allé en hiver. D'accord les gars, on est en route vers le palais. Je pense qu'on va prendre la voiture et conduire. C'est à environ 2 km. Sophia, tu es très belle ce matin. Merci. Dans ta tenue traditionnelle, fais-nous un petit tour sur toi-même. Waouh, oui, très bien. T'as l'air... J'allais dire que tu as l'air bhoutanais, mais je voulais dire que tu as l'air tibétain. Je me mélange entre les pays, les gars. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vient d'acheter? Une bouteille d'oxygène. Ouais, on vient d'acheter de l'oxygène, donc comme vous l'avez entendu, la nuit dernière a été assez intense, alors on s'est dit qu'on allait acheter de l'oxygène au cas où. Maintenant, c'est réglé. Donc, on vient d'entendre notre guide Pema, et il disait que les Tibétains peuvent entrer gratuitement. Ils n'ont pas besoin de réserver ou quoi que ce soit. Et je viens de dire à Sophia que peut-être qu'ils la laisseront entrer directement parce qu'elle a l'air tellement tibétaine aujourd'hui. Ah oui, voyons voir. Voyons voir, peut-être qu'ils vont le faire. C'est parti les gars. Bienvenue à Potala Palace. Le magnifique palais du Potala, le palais d'hiver du Dalai Lama. Alors les gars, nous venons d'arriver et comme vous pouvez le voir, cette file d'attente est immense. Elle descend tout en bas, puis remonte jusqu'au palais là-bas. Donc je pense qu'on va attendre environ une demi-heure à 1 heure, mais je pense que ça va en valoir la peine parce que honnêtement, c'était un rêve pour moi de venir ici et de vraiment le voir. Parce qu'on le voit partout dans les magazines et tout ce qui concerne le Tibet. C'est un peu comme l'opéra de Sydney pour le Tibet. C'est le lieu principal. Donc une chose que je demandais juste avant à mon guide Pema, c'est est-ce que ces personnes, quand elles récitent les mantras, quand elles font tourner les moulins à prière, est-ce qu'elles prient pour leur esprit et leur corps, ou est-ce qu'elles prient aussi pour Bouddha? Lors de mes voyages, j'ai toujours demandé aux moines et gourous à qui prient-ils. Et il a en quelque sorte enfin répondu à ma question.
La réponse que je cherchais depuis environ 3 ans. Il a dit que les pèlerins locaux qui viennent ici, et tu sais, ils ne sont pas à un niveau très élevé en ce qui concerne les gourous. Ils prient anti-Bouddha. Mais une fois que tu atteins le niveau élevé d'un gourou, tu ne pries pas forcément Bouddha, parce que tu as déjà atteint une sorte d'illumination. Je suppose qu'on peut dire ça comme ça. Il l'a expliqué comme ceci. Quand tu es jeune, à la maternelle, tu apprends l'alphabet, mais maintenant, tu ne l'apprends plus, tu le sais simplement. Donc je comprends un peu d'où il vient, et ça a du sens. C'est assez intéressant, et enfin quelqu'un a pu répondre à ça. Au fait, Pema, notre guide, a passé plusieurs années à s'entraîner près d'un monastère. Il n'était pas moine, mais étudiait beaucoup la religion, donc il comprend tout cela. Alors vous pouvez voir ici les gars, c'est la roue à prière dont je parlais, ils la font tourner quand ils prient. Nous avons aussi divers objets de prière, tels que les perles de mantra. Les pèlerins ici peuvent certainement trouver tout ce dont ils ont besoin, mais il est probable que si vous venez déjà en pèlerinage, vous avez déjà tout cela. Peut-être que c'est plus pour des souvenirs, ou si le vôtre s'est cassé, vous pouvez sûrement en trouver un ici. Alors les gars, il y a une chose que je remarque, ce n'est pas que ça ait vraiment de l'importance. Mais oui, Sophia et moi sommes parmi les seuls à ne pas venir de Chine dans cette file. Ce qui est super intéressant parce que je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de touristes internationaux ici, mais peut-être que c'est juste parce qu'il est tôt. C'est une observation assez intéressante. D'accord ? Donc après avoir attendu environ 40 minutes à 1 heure, nous sommes enfin entrés et nous pouvons voir à quel point c'est vraiment magnifique d'ici. Sophia, qu'en penses-tu, ma chérie? C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est tellement joli. Oui, n'est-ce pas? Oui. Absolument magnifique. J'ai lu en ligne que les parties blanches du bâtiment sont pour les officiers, l'hébergement et l'administration, tandis que les parties rouges concernent les études et pratiques religieuses. Waouh, c'est tellement clair. Oui, et aussi le tombeau je crois que c'était le 4e, se trouve en fait ici. La construction de ce bâtiment a débuté au 7e siècle, puis au 17e siècle, le Dalai Lama et ses parties. Donc oui, c'est vraiment super intéressant. C'est sûrement l'un des plus grands que nous ayons vus, car nous sommes déjà allés au Bhutan. En ce qui concerne les monastères-palais, c'est définitivement le plus grand. En montant, je viens d'apprendre qu'on ne peut pas filmer à l'intérieur. On ne peut rien filmer à l'intérieur. D'accord? Donc notre guide tibétain est en train d'acheter les billets, mais on peut déjà commencer à marcher. Parce qu'il est beaucoup plus rapide que nous et il nous rattrapera sûrement. On va juste y aller doucement, mais sûrement. À cause de l'altitude, il faut y aller tranquillement, mais ça devrait aller. Et on a aussi notre oxygène avec nous, ainsi que beaucoup d'eau. Je dois dire que la vue est vraiment belle une fois qu'on arrive à mi-chemin. On peut voir une grande partie de la ville d'ici aussi. Il semble que le gouvernement ait aussi construit un monument de ce côté. Et puis, il y a d'autres monastères et bâtiments tibétains. Et comment tu te sens? Plutôt bien. Ouais. Ouais. Tu peux? Mieux qu'hier soir, ouais, je peux grimper ça facilement. Alors, ce charmant homme ici porte simplement son père jusqu'au palais, ce qui est absolument magnifique à voir. Ça montre vraiment une forte relation père-fils. Bon, on vient d'arriver à la première entrée ici, et derrière nous, c'est de la laine de yak, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que notre guide disait déjà? Il disait que c'est imperméable. Oui, donc en gros, il disait que la première fois qu'il pleut, ce n'est pas imperméable, mais qu'après, ça devient imperméable. Donc c'est super intéressant. Non seulement il fabrique les rideaux, mais aussi les tentes utilisées par les nomades avec des poils de yak. Notre guide expliquait que tout a été conçu pour durer et résister aux tremblements de terre, avec beaucoup d'éléments en terre battue, pierre et bois. Il n'y a rien comme des briques ou du fer ou quoi que ce soit de ce genre. Et à l'époque où cela a été construit, il n'y avait pas d'électricité ni rien de ce genre. Donc il fallait créer beaucoup de fenêtres pour la lumière et beaucoup de systèmes de ventilation pour la climatisation afin de rafraîchir l'endroit. Mais on peut voir à quel point les murs sont épais. Et c'est justement pour que ce soit vraiment résistant aux tremblements de terre. D'accord? Donc nous sommes maintenant dans l'une des principales cours ici. Et c'est là qu'ils font réellement les danses masquées, similaires à ce que nous avons vu au Bhutan.
Les gourous religieux mettent leur masque et font toutes les danses traditionnelles, ce qui est assez intéressant. Et oui, je me souviens quand nous étions au Bhoutan, c'était assez drôle en fait, hein. Il y en avait un avec un grand phallus sur la tête, hein, et tu te souviens quand nous étions au Bhoutan à quel point les bouffons étaient fous avec le phallus, et ils faisaient semblant que le phallus allait partout sur nous. C'était un peu bizarre, hein, non? C'était vraiment bizarre. Ouais, mais je ne sais pas s'ils font ça ici. Je pense que le phallus, c'est plus au Bhoutan, ouais. Il fait si clair que tout le monde plisse les yeux car le sol et les bâtiments blancs reflètent le soleil. On s'apprête donc à entrer dans le bâtiment principal. Le bâtiment principal, on ne peut pas filmer dedans. Voici donc un petit montage de photos que j'ai trouvé en ligne, mais oui, il y aura 40 minutes. Très bondé à l'intérieur. On se retrouve de l'autre côté. D'accord, hein, donc on vient juste de sortir du palais là-bas, donc c'était assez intéressant. On a vu les stupas et la tombe du 5e Dalai Lama, ce qui était super intéressant. Et aussi les statues de Guru Rinpoche et tout le reste, et on pouvait le sentir. Avec certains des pèlerins, on voyait que c'était vraiment un moment spécial pour eux, et c'est assez cool d'en être témoin, et de voir une culture différente, et en quelque sorte la religion qui va avec. Mais oui, hein, donc là, on est juste en train de descendre, et ensuite on va aller déjeuner, et pour le déjeuner, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On est super excités. Alors les gars, vous pouvez voir ce type ici, il n'a en fait pas de main, et il fait son pèlerinage pour obtenir du mérite, ce qui est fou. Hier, on a vu un homme qui n'avait pas de jambes le faire, et celui-ci n'a pas de bras. Ça, c'est de la détermination. Donc là, on vient juste d'entrer dans un parc ici à Lhasa, ce qui est plutôt sympa. Et on s'est dit qu'on allait vous montrer ça, parce que ce n'est probablement pas beaucoup montré sur YouTube, la vie locale. On a donc décidé de simplement vous montrer ce parc. C'est génial à voir car le gouvernement installe toutes ces infrastructures et crée des parcs. Et est-ce que c'est utilisé? Oui, ça l'est. Dans les parcs en Australie et aux États-Unis, ils sont beaucoup moins utilisés, les gars. Mais comme vous pouvez le voir, les gars, ici, c'est vraiment utilisé. Et toutes ces personnes, même les pèlerins, en fait, s'étirent, vous savez, font leurs exercices. Ils ont des enfants et des appareils de musculation. Et tout le monde s'amuse tellement ici, c'est vraiment génial à voir. Et on peut voir que la plupart des gens ici ont plus de 40 ans. Ce qui est super parce que vous savez, il y a beaucoup de gens, vous savez, en Occident, où une fois qu'on atteint 40 ans, on commence un peu à ralentir. C'est génial de voir ça, alors je voulais le partager avec vous. Le timing est d'ailleurs plutôt bon. Ma jambe me fait vraiment mal et j'ai un peu envie de l'étirer. Étendre un peu ma jambe. Ouais, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Mes mollets me faisaient mal toute la journée. Vacances. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Moins bien que les massages de Sophia, mais assez bon. Est-ce que je peux essayer aussi? Oui, vas-y, essaye, voilà. Commencez? Bien. Je pense qu'on est les plus jeunes dans ce parc en ce moment, à part les enfants. Aussi les gars, je voulais vous dire qu'il y a des toilettes ici. Je ne veux pas comparer l'Occident et la Chine, mais j'ai remarqué qu'ici, un agent d'entretien nettoie les toilettes à plein temps. Combien de fois en Australie êtes-vous entré dans des toilettes publiques et elles étaient dégoûtantes? Je ne sais pas. Je ne veux pas simplement critiquer mon pays, mais je dis juste qu'ici, ils pensent vraiment à tout pour les gens. Et ce n'est pas seulement à Lhasa, les gars. Nous avons visité plus de 12 villes chinoises et c'est partout pareil. C'est vraiment intéressant de voir comment ces pays s'élèvent et se développent. D'accord, les gars, nous sommes... Waouh. On reçoit actuellement un nettoyage de chaussures tibétain. Waouh, c'est un vrai nettoyage de chaussures tibétain. Je n'avais jamais eu ça. Je n'ai même jamais eu un vrai nettoyage de chaussures, vraiment. Je crois qu'elle est en train de peindre mes chaussures à la bombe en ce moment. Un peu de couleur, ça ne fait pas de mal. Waouh, on va bien les faire briller. Regardez, elle les a rendues presque neuves. Super travail. Toutes les différentes crèmes, l'eau et tout le reste. D'accord, maintenant c'est au tour de Sophia. Ils ont même de la crème blanche. Waouh, elle a une crème pour chaque couleur. Voyons le résultat. Maintenant, il supplie Ben, mais il a acheté ses chaussures la semaine dernière.
Ça ne sert à rien. Ils disent « s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ». Ils sont sûrement très occupés, ils n'ont pas de manque de clients. J'ai eu un traitement very important person. Ouais, hein, maintenant, Sophia a aussi droit au traitement. Very important person. Bon, espérons que, comme ils ont ajouté une deuxième personne, ils n'essaient pas de nous surfacturer. Bon, il est temps de payer. Il manque 50, il lui faut encore 10 yuan. 40, c'est bien ça? « 50. Oh, 50. D'accord, 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 d'accord. Que se passe-t-il, là, les gars? Oh, tu leur as offert des boucles d'oreilles? Oui, j'ai offert des boucles d'oreilles à toutes les deux. C'est vraiment gentil de ta part. Parce qu'elles sont là depuis si longtemps. Bon, eh bien, on a nettoyé nos chaussures. Ce gars disait 5. Donc je ne sais pas si c'était le prix local ou s'il voulait dire 50. 50 QI, soit environ 6 $, 3 chacun. C'est pas mal. Plutôt bien. Et j'ai offert des boucles d'oreilles à des personnes adorables. D'accord, donc nous sommes maintenant au restaurant Namasté qui propose un mélange de cuisine chinoise, tibétaine et indienne népalaise. J'ai hâte. Tu es excité? Namaste. D'accord les gars, on vient d'entrer au restaurant et juste là se trouve la magnifique rivière Lhasa. Regardez cette couleur, c'est magnifique. Et nous allons commander un thali népalais. D'accord les gars, nous avions tellement faim. J'ai déjà mangé avant de vous dire ce que c'est. Sophia, quel est ton verdict? Personne ne me dérange, je mange. Ne dérangez pas une femme quand elle mange. Magnifique nourriture. Comment ça s'appelle, Ben? Ceci est du poulet tikka. Poulet tikka, sympa, nourriture. 10 sur 10. Non, c'est vraiment paléo. Oui, Ce riz, tu vois. c'est du riz népalais. Oui, ce n'est pas du riz chinois. Alors, qu'en penses-tu, Sophia, par rapport au fleuve Bagmati du Népal? Voici le Bagmati il y a 30 ans. Oui. Bagmati ressemblait à ça. Tes parents nageaient dans la rivière, n'est-ce pas? Oui. Et aujourd'hui, tu ne peux même plus y nager parce qu'elle est noire. C'est très sale, c'est très pollué. Ce que j'aime à Lhasa, c'est l'absence de pollution. Le ciel bleu et l'eau de la rivière si claire qu'on dirait qu'on peut la boire. Absolument magnifique. Ils ont vraiment préservé l'environnement ici et essayé de le garder, surtout en ville. Oui, ça semble magnifique. D'accord. Donc en ce moment, nous venons d'arriver au monastère de Sela. Monastère de Sela. Et nous allons voir. Grottes. Non, nous allons voir les moines débattre. Ah, désolé. Pas de soucis, nous ferons beaucoup durant ces 7 jours, dont assister au débat des moines. Donc, comme ce type, nous allons voir différents moines débattre entre eux sur différentes philosophies et différents enseignements. Ce sera vraiment unique et sûrement quelque chose que vous n'avez jamais vu sur YouTube. Donc on doit juste marcher un peu à travers ces boutiques et tout ça, et le débat commence dans environ 40 minutes. Nous sommes arrivés en avance pour avoir une place. Une chose que j'adore au Tibet, en Chine, c'est que peu importe où tu vas, il y a toujours des gens qui vendent des choses. Même, et tu veux des couverts pour cuisiner, des livres aussi. C'est très tibétain et bouddhiste. Mais oui, ils ont toutes sortes de choses pour les touristes. Et c'est intelligent. C'est malin car les gens d'ici peuvent gagner de l'argent et vendre leurs produits. D'accord. Les gars, on vient d'avoir nos billets et on va passer par ces portes dans environ 25 minutes. Comme vous le voyez, d'autres attendent aussi. C'est presque devenu une attraction touristique de venir voir ça, parce que c'est vraiment unique. Je sais que dans certains monastères, quand ils ont cela, ils ne l'ouvrent pas au public. Mais ce monastère l'a fait, ce que je trouve plutôt bien, parce que, vous savez, ça aide aux dons pour leur monastère. Cela permet aussi aux gens de découvrir le bouddhisme, ce qui est très positif. Ils viennent d'ouvrir les portes et tout le monde entre pour regarder. Donc, une chose que je remarque, c'est que tous les moines derrière ce mur sont les moines plus âgés du monastère. Et tous ces moines ici sont les plus jeunes. On peut voir à quel point ils sont plus énergiques et blagueurs avec leurs amis moines. Alors que ceux-là restent humbles et gentils, mais on sent qu'ils font ça depuis longtemps. Vous savez, un truc super intéressant les gars,
Quand on y pense, c'est que la plupart de ces moines ici ne possèdent que leur chapelet dans la main, leur robe, leurs chaussures et un téléphone portable. Certains n'ont même pas de téléphone portable. Certains en ont, et oui, c'est tout. La vie d'un moine est vraiment simple. Vous voyez, les gars, ces deux-là sont en train de débattre, et l'un d'eux pose les questions. C'est celui qui est assis debout, et puis celui qui est assis répond aux questions. Je suis encore un peu confus quant à ce qui se passe. En même temps, si on regarde ici, ces gars se détendent et ne font pas grand-chose, ce que je comprends, puisqu'ils l'ont sûrement fait 1000 fois. C'est fascinant de voir comment ça fonctionne. Un débat a débuté entre ce gars et un autre, et il vient de lui taper dans les mains. Boum! Tu sais, voilà, quelle est la réponse? Et il a répondu à la question. C'est un peu difficile de comprendre ce qu'ils disent, parce qu'ils parlent assez doucement, mais cela serait simplement basé sur la philosophie et les différents enseignements qu'ils ont appris aujourd'hui. Et c'est aussi une bonne façon pour eux d'étudier. Tu veux bien étudier et bien écouter, parce que tu pourrais être un peu humilié lors du débat si tu ne sais pas de quoi tu parles. Une autre chose aussi, c'est que ces débats sont également très importants pour que les moines progressent dans leur hiérarchie. Certains grands gourous ont atteint leur position grâce à ces débats et à leur savoir. C'est une façon fascinante de découvrir la culture et la religion différentes pratiquées ici. Comme vous pouvez le voir ici, il y a les plus jeunes et ils sont beaucoup plus actifs. Ils essaient vraiment de défendre la philosophie qu'ils ont apprise au monastère et ils s'impliquent vraiment. Ce gaz-là commence à s'énerver contre lui parce qu'il ne connaît pas les réponses. Il y a quelques rires dans l'assemblée. Au final, tout cela reste bon enfant et on peut vraiment voir certains des autres gars réprimander les personnes assises. Quelle était la réponse, tu vois? Donc oui, c'est une façon assez unique d'apprendre. D'accord les gars, donc avant de conclure la vidéo, je voulais juste poser quelques questions à Ben. Alors Ben, tu es allé à Lhasa combien de fois maintenant? Probablement une dizaine de fois. 10 fois? Je vis en Chine depuis 15 ans. Oui, et tu as certainement déjà vu beaucoup de ces débats et tout ça. As-tu déjà vu les moines vraiment s'énerver ou devenir émotifs, ou même se battre, si c'est vraiment difficile pour eux? Oui, ils s'en sont approchés. Oui. Comme vous le voyez dans la vidéo, il existe divers degrés de passion. Certains moines sont plus laxistes, d'autres très fougueux. Cela détermine leur hiérarchie au monastère. Gagner le débat est donc crucial. Les débats actuels sont des entraînements, mais ils comptent ensuite pour l'obtention du diplôme. Donc les gens deviennent vraiment passionnés à ce sujet et parfois ils sont presque sur le point d'en venir aux mains. Je n'ai jamais vraiment vu de bagarre physique, mais les personnes passionnées s'en approchent parfois. Waouh, d'accord. Et pour les touristes qui veulent en venir au Tibet, évidemment, est-ce que Lhasa serait le premier endroit que vous leur recommanderiez de visiter? Et ensuite, où devraient-ils aller à partir de là? La plupart des visiteurs du camp de base de l'Everest au Tibet partent de Lhasa. C'est le point de départ naturel à 3650 mètres le plus bas du plateau tibétain. Ensuite, tout s'élève davantage. C'est un lieu idéal pour s'acclimater quelques jours, visiter le palais du Potala, voir les débats à Sera, découvrir le temple Jokang, puis partir vers le camp de base de l'Everest. Parfait. Et dans la nature, vous pouvez voir des yaks, des nomades en train de cultiver. Et évidemment, il y a aussi le camp de base de l'Everest du côté chinois.